Alors un décor tout à fait inhabituel pour cette séquence que je vais appeler ce que le jardinier futé peut comprendre dans une futaie jardinée. Donc nous sommes dans la forêt derrière Rosheim. Le potager du paresseux est vers ici à 2 km. Et c'est un endroit où je me promène assez souvent. Et une partie de la technologie que je mets en œuvre dans mon potager a son origine ici. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une futaie jardinée ? Alors je me trouve ici au pied de ce magnifique hêtre et vous voyez que cet arbre a une partie de plusieurs mètres, une dizaine de mètres, sans aucun nœud, sans aucune branche. C'est donc ce qu'on va appeler un fût qui sera exploité quand l'arbre sera abattu sous forme de grume. Le restant de l'arbre, donc les branches en haut, donnant du bois de feu. Donc ça, c'est du bois d'œuvre avec lequel on peut faire des meubles. Comme il n'y a pas de nœud, c'est même du bois qu'on peut dérouler pour du plaquage. C'est donc un bois de haute valeur, résultant donc d'une technique particulière qu'on appelle la futaie jardinée. Même chose ici pour ce chêne. Donc vous voyez que c'est un peu mélangé, les espèces de feuillus. Il y a aussi du charme, mais qui a déjà été exploité comme bois de feu. Ici donc, même chose pour le chêne, un magnifique fût d'une dizaine de mètres qui sera exploité en bois d'œuvre. Donc c'est ce qu'on appelle la futaie. Pourquoi jardiner ? Tout simplement parce que cette forêt n'a rien du tout de naturel. C'est le résultat de 200 ans sans doute de travail des forestiers qui cultivent cette forêt. Alors, sans aucun appareil, sans aucun travail du sol, et c'est ce qui m'intéresse et qui m'interpelle évidemment, sans engrais, sans pesticides, mais avec quand même une certaine technicité que je vais essayer, by the way, diraient les Anglais, en passant, de vous exposer aussi. Mais on va vite venir à la question du potager du paresseux. Alors je vais profiter de ces derniers rayons de soleil et de cette scène ici pour essayer de rendre visible quelque chose qu'il est assez difficile de percevoir, c'est la différence des intensités lumineuses entre une zone éclairée et une zone dans la pénombre. L'œil humain est un organe tellement perfectionné qu'il nous trompe sans cesse en corrigeant l'intensité. Et donc quand on est dans la pénombre, on voit quand même clair. Les plantes, elles, sont sensibles à une certaine intensité et lorsque cette intensité est trop faible, un certain nombre de mécanismes ne se font plus. Donc là, au premier plan, je suis assis dans un endroit où un arbre a été abattu et donc a créé un grand trou. Le soleil est juste face à ce trou. Et donc là, on a une incidence lumineuse assez importante sur laquelle se règle l'appareil. L'appareil automatiquement corrige, il est très perfectionné, il peut même faire d'excellentes photos avec une bougie. Donc je suis un peu distrait par le chien qui aboie là, qui a dû voir du gibier. Par contre derrière, au second plan, vous voyez très nettement que là où il n'y a pas eu cette ouverture, l'intensité est beaucoup plus faible et on est dans l'obscurité. Je vais m'y rendre et puis vous verrez la différence. Je suis maintenant à l'endroit qui était dans l'obscurité. Tu vas être sur la photo. Tu te mets assis, Gaïa.
Tu te mets assis? Non, tu n'es pas obéissant aujourd'hui. Donc je suis dans cet endroit, dans l'obscurité, et comme vous pouvez le voir, ici, tout est propre, comme on le dit. Hein, donc là, pas assez d'intensité lumineuse. Il y a ici au moins autant de graines que là-bas, hein, à 5 ou 10 mètres. Ce n'est pas le sujet. Le sujet est que ces graines qui sont ici sous ce feuillage dans les parties superficielles du sol ne perçoivent pas assez d'intensité lumineuse. Donc la sélection a fait qu'elles ont des mécanismes qui leur bloquent la germination. Si elles germaient, elles seraient vouées à la mort puisque pas de lumière, donc pas d'énergie, donc pas moyen pour elles de se développer. Donc elles restent dans une forme de dormance au niveau du sol en attendant des jours meilleurs, les jours meilleurs étant le jour où un forestier se décidera à abattre l'un ou l'autre de ces arbres et à laisser rentrer suffisamment de lumière pour nourrir, pour alimenter la machinerie de ces plantes. Et c'est donc ce principe-là qui m'a inspiré pour le potager du paresseux. Je me suis dit, si les forestiers arrivent à gérer les forêts sur des milliers d'hectares sans aucun travail, sans motoculteur, sans grelinette, sans bêcher, sans biner, sans piocher, sans tout ça, pourquoi je n'y arriverai pas dans mon jardin? Par le contrôle de la lumière, donc par ce qui est le plus vital pour un organisme vivant, la question de l'énergie. Une plante qui n'a pas suffisamment de lumière est une plante qui n'a pas de quoi faire fonctionner ses cellules et donc une plante qui ne se développera pas. Ce que la canopée fait au-dessus de moi, je le fais au niveau du sol avec une couche suffisamment épaisse, et c'est pour ça que je répète inlassablement, suffisamment épaisse de foin, de façon à ce que les rayons du soleil n'arrivent pas au sol. S'ils n'arrivent pas au sol, les graines ne germent pas, ou si d'aventure elles n'avaient pas ce mécanisme, elles germaient, elles mourraient très vite par famine. C'est une forme de famine pour le végétal, puisque pour le végétal, la nourriture de base, ce n'est pas la matière organique, ce ne sont pas des aliments, c'est l'énergie solaire. Et donc, il y a dans ce que je fais et qui déroute certains, rien de sorcier, rien de mystérieux, rien, je ne suis pas un gourou, il y a tout simplement un tout petit peu de réflexion sur comment fonctionne la nature, une forêt, les plantes, énergie chlorophyllienne, assimilation chlorophyllienne, plantes autotrophes, animaux et autres organismes hétérotrophes, etc., etc. Donc ce sont des notions très, très précises qui m'ont amené sur le chemin du potager du paresseux. Là voilà donc l'endroit au premier plan. La lumière décline de plus en plus. La démonstration va bientôt foirer. Où donc immédiatement un certain nombre de jeunes plants ont levé des petits chênes, des petits hêtres. Tout cela profite de cet afflux de lumière. Alors l'afflux de lumière, je vais le filmer de côté puisque les caméras n'aiment pas de prendre le soleil en plein dans le capteur. Voilà l'arbre qui a été légèrement déraciné par une tempête et qui a été donc abattu par les forestiers. Et si on monte, immanquablement, on tombe sur un trou. Et c'est ce trou donc qui laisse rentrer de la lumière à partir de laquelle tout un ensemble de plantes ici
vont se décider à germer. Ici. Puisque donc elles ont compris qu'elles ont une chance de se développer. Donc ici, vous voyez que cette énorme chêne a été abattue. Je monte dessus pour que vous ayez une idée de la dimension, au point que le tronc était plus large que les lames des tronçonneuses et les bûcherons ont dû travailler par 2 étapes, dégageant d'abord une partie pour pouvoir tronçonner le reste. Et donc, l'abattage de ce chêne a immédiatement créé une arrivée massive de lumière dont on va voir les effets tout de suite. Donc ici, à l'ombre même, à l'emplacement même, pardon, de ce chêne, se sont développées différentes ronces, donc des ronces. Bien sûr, quelques glands ont également germé, des graminées, et je vois quelques autres plantes, adventices, mauvaises herbes, je ne sais pas comment les appeler, qui immédiatement, dès lors que la lumière arrivait, se sont mis à jaillir. Même chose ici, donc mélange de ronces, de fougères et quelques petits chênes qui tentent leur chance. Donc pour comprendre ce phénomène, comme tout à l'heure, il suffit de regarder en l'air. Et voilà donc là-haut, cet immense trou créé par l'abattage de ce gros chêne. Donc ici, même scène, le chien utilise une souche d'un énorme chêne abattu sans doute durant l'hiver dernier comme piédestal pour faire son malin. Et l'on voit tout de suite, je vais essayer de faire un petit balayage autour, que très vite, autour, c'est devenu une véritable brousse, avec donc toute une végétation basse qui s'est installée dans cet espace tout à coup baigné, inondé de lumière. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on peut voir plusieurs choses. Une végétation, disons, de première année, donc cet espace était propre puisqu'il n'y arrivait pas de lumière, et puis le chêne abattu, inondation de lumière avec, dès la première année, développement de plein de plantes, fougères, graminées, et bien sûr aussi les semences présentes des arbres qui se sont développés. Petits chênes, petits charmes, des frênes dont les semences sont des espèces d'hélicoptères qui volent sur des grandes distances. Et puis bien sûr, liserons. À d'autres endroits, avec un peu de retard, très vite, les ronces s'installent. Là, je pense qu'il y avait déjà des incursions de lumière suite à des abattages antérieurement, puisqu'on voit les petits chênes qui ont atteint une taille bien supérieure, et donc des ronces en pagaille. Cela n'a évidemment rien d'inquiétant pour le forestier, parce que très vite, qu'est-ce qui va se passer? Les ligneux qui constitutionnellement, dans leur structure, ont la maîtrise de la lignine, donc sont capables de construire des troncs qui dominent les autres plantes herbacées ou rampantes, vont très vite dominer. Leurs branches vont créer de l'ombre et en dessous, très vite, tout va se nettoyer tout seul. Donc là, on peut déjà voir que pas mal de petits êtres, de petits chênes, etc. sont étouffés.
et se font dominer par ceux-là. Et donc la forêt, qui donc a profité de ce bain de lumière pour qu'il y ait un développement, on va dire, anarchique de toutes sortes de plantes, va très vite redevenir une forêt. Et donc si on utilise le terme de futé jardinier, c'est parce que donc le rôle du forestier jardinier va être chaque fois de choisir des arbres, ceux qui ont le plus de potentiel, qui ont un tronc qui est droit, qui n'ont pas de fourche, pas de ramification, de façon à ce que se construit une grume de 10, 12, 15 mètres, donc celle qui aura beaucoup de valeur. Petit à petit, dans un premier temps, il y aura mort par étouffement des plantes les plus petites, et puis ce sera la sélection du forestier qui va petit à petit réduire le nombre de sujets en veillant toujours à ce que la densité soit suffisante pour qu'il n'y ait pas trop de lumière qui rentre dans la forêt, mais pas trop importante pour que les plus gros sujets ne souffrent pas de la concurrence de leurs voisins. Et donc, tous les 10, 15 ans, 20 ans, il y aura des coupes de dépressage, c'est-à-dire d'enlever la pression pour laisser la place aux plus gros, jusqu'au jour où il restera un arbre tous les 10 mètres, donc au bout d'un cycle de 50 ou 100 ans. Là où le jardinier travaille sur 21 jours quand il s'agit de radis, 2-3 mois lorsqu'il s'agit de légumes courants, le forestier, lui, raisonne dans un cycle de 50 ou de 100 ans. Mais la problématique est exactement la même, vous l'aurez compris. Allez, je pourrais vous le répéter à l'infini. Encore une petite scène au hasard de ma balade. On voit là un enherbement des branches et des troncs au second rang. Et immanquablement, il suffit de regarder en l'air pour se rendre compte que c'est une question de lumière. Allez, tout se passe là-haut. Voilà, j'ai le trou ici, trou dans la canopée. Égale lumière, égale énergie, égale foisonnement de la vie et donc des plantes, du ras du sol. Voilà ici un jeune recrue, donc quelques années de plus. Ici ça a été ouvert par des coupes, je pense il y a une demi-douzaine d'années, et l'on voit que déjà en dessous, le sol redevient propre puisque toute la lumière est confisquée, d'abord par les gros arbres, le gros sujet que vous voyez à droite, un charme, et le recru, c'est-à-dire ces jeunes sujets qui ont, on va dire 5 ans au pif, et dont les houppiers, donc les branches en haut, se joignent déjà et piquent toute la lumière. Je vous donne l'image vers le haut et l'on voit que tout là-haut, c'est étanche. Et donc si en haut c'est étanche, en bas c'est propre ou quasiment. Quelques plantes qui arrivent à s'accommoder de l'ombre, qui résistent pour l'instant. Alors voilà, sans vouloir trop vous saouler avec cette histoire de futé jardinier qui n'est que petite parenthèse dans notre réflexion, je voulais quand même montrer comment cette histoire se poursuit. Nous sommes ici dans une parcelle à 100 mètres de là où j'ai filmé certaines des scènes précédentes et on voit toute la palette donc, de densité et donc tout le processus de jardinage. D'un côté, des repousses relativement jeunes, relativement denses. Au sol, on trouve déjà un certain nombre de ces arbres qui ont été
étouffés, comme on dit, hein, ici par exemple, et donc qui dépérissent, qui se dessèchent sur place. Il y en a un autre ici. Et puis, parmi tout cela, ça va être la compétition, à savoir qui c'est qui arrive et qui c'est qui va gagner la course à la lumière. Les autres s'élimineront d'eux-mêmes. Donc là, on a des sujets de quelques années, dont vous voyez qu'il y a déjà une dizaine, une quinzaine de mètres sans branches, et c'est donc le départ d'un de ces fûts à haute valeur commerciale. Ici, la génération d'avant, qui, elle, est déjà parfaitement constituée, et donc progressivement, le forestier va terminer l'exploitation en enlevant les grands sujets. Donc là, il y aura quelques dégâts temporaires à la forêt. Hein. Quand ces grands sujets vont tomber, ils vont temporairement écraser des arbres plus jeunes, bien que le forestier va essayer de diriger ça et de contrôler, limiter ces dégâts. Et donc, ce seront à eux de prendre la place. Il y aura encore des coupes de dépressage, puisque vous voyez que ces deux sujets, par exemple, sont beaucoup trop près, même celui-là. Donc, les moins beaux, je présume par exemple celui-là qui est un peu tordu, va à un moment donné être exploité comme bois de feu pour laisser la place à ceux qui sont mieux conformés. Je vois bien celui-là qui est parfaitement droit et qui va faire une belle grume. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer à propos de futaie jardinée, non pas pour vous faire une leçon de foresterie sur la futaie jardinée, mais pour vous expliquer que dans tout ça, sans aucun instrument, sans aucun travail du sol, le forestier indirectement maintient le sol propre. En fait, le sujet du forestier, ce n'est pas du tout de ne pas avoir de broussailles par terre, hein. Il s'en fiche royalement. C'est de maintenir une pression suffisante pour que ces arbres ne fassent pas de ramifications, ne fassent pas de branches. Et en fait, indirectement, en faisant cela, ils ferment l'espace au niveau des canopées et du coup, indirectement, ils contribuent à maintenir le sol propre. Voilà donc d'où m'est venue toute cette histoire de contrôle de la lumière, contrôle de l'énergie pour maintenir la terre propre. Vous l'aurez compris, finalement, il y a deux solutions. Il y a celle du jardinier paresseux, qui contrôle la lumière par le foin et qui a donc une surface propre dans laquelle il peut exploiter, avec plein d'autres avantages qui ne sont pas l'objet du discours aujourd'hui, ou celui qui s'échinera à maintenir le sol propre mais sans avoir une couverture, sans avoir la canopée d'une forêt, sans avoir de couche de foin, de paille ou d'un quelconque mulch, et qui aura donc à faire face de façon continue, répétée, incessante, à la propension naturelle qu'a la nature de collecter cette énergie, cette lumière, et donc d'installer ce qu'on va appeler des mauvaises herbes ou des adventices. Donc lui, il est engagé dans une espèce de course en avant où chaque fois qu'il va biner, piocher, arracher une mauvaise herbe, vu qu'il y a toujours des milliers et des milliers de graines, d'autres vont germer pour essayer d'occuper cet espace. Voilà donc les deux chemins qui s'offrent aux jardiniers. Une course effrénée au travail du sol, au binage, au piochage, ou un contrôle de la lumière, lumière qui est donc l'énergie principale, le carburant principal des plantes dites plantes vertes, des plantes qui font la synthèse chlorophyllienne. Si vous avez retenu ça, vous avez déjà fait un grand pas vers le maraîchage relax, vers le potager du paresseux, je pense, à moins que pour vous, le jardin soit la salle de gym gratuite, ce que je comprendrai aussi et ce qui sera une très très bonne chose pour votre cœur. Alors, autre chose tout à fait intéressante que l'on peut voir sur ce tronc de chêne
ce morceau de chêne abattu il y a quelque temps et laissé ici aux intempéries. On voit très nettement deux parties au niveau du tronc, hein, donc je ne parle pas de l'écorce. Un bois ici qui est toujours net, sans attaque. C'est le bois mort chargé de tanins, ce qu'on appelle donc le duramen. Et une couche plus récente de bois moins lignifié, moins polymérisé, qu'on appelle l'aubier. Ce sont donc les quelques couches de bois qui restent plus vivants. C'est dans ce bois que vont circuler les substances actives de l'arbre, la sève, les sèves. Et on voit très bien ici que c'est cette partie-là qui est attaquée la première par les champignons parce que plus fragile, parce que plus riche en substances sucrées, donc renfermant de l'énergie. Je rappelle que les champignons sont des hétérotrophes, c'est-à-dire des organismes vivants qui ne peuvent se nourrir à partir de l'énergie lumineuse, contrairement à l'arbre. Et c'est donc de ce bois-là, riche en substances, qui facilite l'installation des champignons, qu'il s'agit de faire le BRF, le fameux bois raméal fragmenté. Oula, c'est même encore beaucoup plus spectaculaire ici, j'aurais dû tourner dans ce sens-là, on voit très bien donc, cette attaque par les champignons dans cette partie d'aubier, donc ce bois plus fragile, plus spongieux, plus poreux, et aussi donc imprégné de substances nutritives pour les champignons. Je vais faire un petit gros plan comme ça, vous verrez ça en détail. Donc là, vous voyez ce que sont ces organes donc, qui produisent les spores, qu'on peut voir d'ailleurs sur tout le côté de ce tronc. Donc on les voit ici qui sortent à travers les fissures de l'écorce. Alors maintenant que vous avez compris cette histoire de bois dur, très lignifié, imbibé de tanins, pas très riche, difficile à décomposer pour les champignons, ça va se décomposer aussi. Un tronc de chêne qui reste en surface disparaîtra en 10, 15, 20 ans. Et de bois moins dense, plus fragile, plus facilement occupé par les champignons, vous allez comprendre une des choses très importantes quand il s'agit de BRF. Le BRF, on dit qu'on doit hacher des branches de moins de 5-7 cm, ça dépend un peu de la littérature, en fait ça dépend surtout de l'arbre en question. Mais vous allez comprendre ça ici. Cette jeune branche ici, d'environ 2 doigts de large, elle n'a que le bois récent tendre, ce qui fait sur le gros tronc la couronne. Ici vous voyez que commence déjà à se former au milieu ce bois plus dur, donc plus difficilement attaquable, le duramen, mais que quasiment tout encore est du bois tendre, riche, facilement décomposé par les champignons. On est ici à peu près à un peu plus de 3 doigts de diamètre pour ce chêne. Et sur ce tronc, sur cette branche qui est plus épaisse, on voit déjà qu'il y a au milieu du bois dur, duramen qui n'est pas intéressant, et une couche d'aubier. Donc si je broie ça, je vais diluer mon bois riche, mon BRF utile, et je vais le mélanger avec du bois plus difficile à digérer, moins riche, qui va donc ralentir mes cycles dans le jardin. Si je broie que des branches de ce diamètre-là, au maximum de ce diamètre-là, donc 3 doigts dans le cas du chêne, j'aurai du bois
très riche qui va donc en l'espace de quelques semaines être attaqué par le bois et va donc nourrir la décomposition, très exactement, va nourrir les légumes de mon jardin. Voilà pourquoi sur le BRF, on dit qu'il faut attendre la chute des feuilles de façon à ce que l'énergie vivante intéressante des feuilles ait été mise en réserve dans les branches par l'arbre et n'utiliser que ces branches fines de façon à n'avoir que ce bois riche. Ne pas confondre donc plaquettes forestières, on va broyer des troncs pour faire du feu dans des chaudières adaptées aux plaquettes, et BRF, même si physiquement de l'extérieur, cela se ressemble totalement. Bon, on va terminer sur ces images, cette petite balade dans la forêt. J'aurais encore aimé vous parler de plein d'autres choses. Je pourrais par exemple retenir pas mal de choses à partir de ces taches blanches qui sont des lichens. Il y a là 2 ou 3 espèces de lichens et s'interroger comment ces êtres vivants arrivent à relativement prospérer sur une écorce aussi pauvre, enfin la partie extérieure de l'écorce de ce être, mais donc ça, il faudra qu'on en parle une autre fois. Je voulais quand même donc attirer votre attention sur une mauvaise interprétation que je ne voudrais pas que vous ayez à l'issue de ce reportage. Mon propos était de vous montrer comment, à partir de ces balades dans la forêt, j'ai été amené à réfléchir sur un certain nombre de mécanismes qui m'ont inspiré pour le fonctionnement du potager du paresseux. Mon propos n'est nullement, et je diverge là clairement par rapport à un certain nombre de propos qui tendraient à dire que l'idéal, le Graal en quelque sorte du jardinier, c'est d'installer un sol de type forestier. Il me faudrait beaucoup plus de temps, je vais quand même vous résumer en 2 minutes cette contradiction. La forêt est un système très très particulier. Elles sont en général installées sur des sols plutôt pauvres, parce que c'est ce que l'homme a réservé à ses formations, prenant les meilleures terres pour les cultures. C'est un système, comme je l'ai évoqué, qui tourne sur 50 ou sur 100 ans, avec une catégorie bien particulière de plantes que sont les arbres, des ligneux qui ont cette capacité de monter, de former des feuilles et des branches qui retombent, s'installent essentiellement des champignons comme organisme, et on a un système qui fonctionne avec une tendance, on va dire, plutôt acide, à base de champignons, avec un recyclage des matières organiques dans un milieu relativement pauvre de bactéries par rapport à un jardin. Dans ce contexte, les arbres ont pris l'habitude, les arbres et les arbustes qui persistent en marge des forêts, ont pris l'habitude de vivre avec de l'azote ammoniacal, une dominante d'azote ammoniacal en association avec les champignons et les mycorhizes. Ce système convient à certaines des plantes qu'on a dans nos jardins. Je l'ai évoqué dans différents reportages à propos de myrtilles, de framboises, de fraises, etc., qui sont des plantes dont l'origine lointaine remonte à la forêt ou aux lisières des forêts. En revanche, et vous pouvez le vérifier par des recherches, l'essentiel de nos légumes sont des plantes à cycle très court, l'extrême étant le radis de 21 jours, même s'il met 4 semaines, 28 ou 30 jours, c'est extrêmement rapide. Beaucoup de nos légumes ont un cycle en 2-3 mois et sont des plantes issues
des milieux ouverts, avec un fonctionnement beaucoup plus équilibré entre les bactéries et les champignons, voire une dominance des bactéries, avec de l'azote qui sera essentiellement sous forme nitrique, la forme, on va dire, la plus explosive, la plus brutale de l'azote. Et ma conviction est donc que c'est une erreur complète que de vouloir installer un sol de type forestier dans un jardin pour le 3/4 de nos légumes qui sont des plantes de milieu ouvert et pas du tout des plantes de milieu fermé et de milieu ligneux, dominante, ligneux, champignons, fonctionnement acide, ammoniaque dans le sol, versus des plantes vertes, cellulosiques, dans des sols équilibrés ou à dominante bactérienne lorsqu'il s'agit par exemple de légumineuses qui fixent l'azote de l'air et fonctionnant plutôt avec des nitrates. Pour ceux qui ont vu les vidéos antérieures, vous savez que j'essaye de maintenir cet équilibre. Donc cette incursion dans la forêt ne doit pas vous amener à un contresens. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est ça, un contresens, c'est-à-dire à penser que le top pour un jardin, ce serait des mécanismes de type forestier. C'est un leurre complet, hein. La productivité d'une forêt n'est pas négligeable, bien sûr, mais ramené à l'année, ça n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas une quantité exceptionnelle de biomasse qui a été synthétisée dans sa forêt. Quand on arrive comme ça et qu'on se trouve devant un tronc comme ça, on est émerveillé. Mais attendez, l'animal, il a 75 ans. 75 ans de salade, de concombres, de courgettes, de potirons accumulés dans votre jardin, ça ferait aussi une sacrée biomasse. Simplement, comme vous voyez la récolte d'une année sur ce tronc, c'est une des cernes que vous pouvez voir sur la coupe que je vous ai présentée. Rien d'extraordinaire, hein. Il n'y a pas là de quoi se pâmer. Et il y a juste savoir que la forêt est un très beau modèle de gestion et d'optimisation de la gestion de l'énergie, donc de la lumière, et donc de gestion de la compétition entre plantes. Voilà, nous aurons encore d'autres thèmes, d'autres sujets, on va dire, d'information, voire de formation sur les bases qui conduisent au fonctionnement optimum du potager du paresseux. Donc, à une prochaine, je ne sais pas encore ce que ce sera.